Bonjour et bienvenue dans Parole d'expert IT, un podcast proposé et propulsé par Zenith RH. Je m'appelle Stevie, je suis le CMO de Zenith et on a eu l'idée, l'envie de parler à acteurs, des acteurs importants de l'univers IT, du recrutement IT et de leur poser des questions pour essayer de mieux comprendre tous ensemble comment fonctionne cet écosystème. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir aujourd'hui Jean de Roclaude. J'espère que je n'écorche pas ton Non, prénom et on ton est bon. nom. Et qui est le CEO de Collective.work. Tout à fait. Bon, est-ce que tu vas bien? À merveille. J'espère que toi aussi. Oui, comme tu vois, j'ai mis une écharpe parce que je tombe malade tout le temps en ce moment, mais tout va bien. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter qui tu es à tous ceux qui peut-être ne te connaissent pas? Tout à fait, avec joie. Donc sans surprise, Jean de Roglaude, CEO et cofondateur de Collective, qui est une startup que j'ai cofondée avec deux associés il y a maintenant 4 ans. Les années passent vite, elles passent parfois même plus vite que les journées. Traditionnellement, on était une plateforme dédiée aux collectifs de freelance. Donc, on permettait à des indépendants de former des petites équipes, des squads, de les opérer comme des mini agences, des mini ESN et de trouver des clients. Et puis récemment, on a basculé d'un modèle de plateforme à un modèle de réseau professionnel. Ce qu'on souhaite créer, c'est LinkedIn des freelances, donc un réseau professionnel dédié au freelancing et à la prestation de services IT. D'un côté, on permet à 30 000 indépendants de se rendre visibles, disponibles, joignables de recruteurs. On permet à ces indépendants de développer leur réseau, donc de connecter avec des freelances et des recruteurs. On permet à ces mêmes indépendants de se professionnaliser via des outils de gestion, de facturation, des outils commerciaux. Et dans le même temps, un peu comme LinkedIn, on a un outil qui s'appelle Collective Recruteur, plus connu sous le nom de MegaSearch, où on permet à 2000 à peu près recruteurs professionnels, donc en grande partie des recruteurs d'ESN, de cabinets, d'agences ou de cabinets de recrutement, de sourcer, de contacter et de recruter en direct, donc sans commission, tous les membres du réseau. Super. C'est super vaste. Et pourquoi cette bascule? Déjà, pourquoi ce petit changement? Et quel est le problème que tu as voulu résoudre dès le début? Pourquoi vous avez eu l'idée de former Collective Work? Ouais, complètement. Nous, l'idée qui nous a toujours animés, c'est l'idée de la collaboration la collaboration pour les freelances. Notre observation, c'est que c'est génial d'être freelance, mais l'indépendant se sent assez vite esselé, se sent assez vite seul. Et donc, d'où l'idée d'un réseau social dédié au freelancing, permettre aux freelances de développer son réseau, de se rendre visible d'autres freelances et de recruteurs. Et dans le même temps, on s'est aperçu que la recherche de freelance, c'était un sujet qui était parfois en souffrance, parce que LinkedIn est très mal pensé pour les freelances, c'est plutôt un outil généraliste pour les CDI. Et dans le même temps, il y a eu une formidable révolution avec l'IA, qui fait vraiment partie de nos chantiers chez Collective. Et on s'est dit qu'on devait à tout prix devenir les meilleurs pour aider les entreprises qui ont besoin de freelance à chercher des freelances le plus simplement et le plus efficacement possible. C'est un sujet qui est assez vaste, je trouve, l'IA. Ouais. L'IA, et qu'on essaie de l'intégrer un peu dans tout. Et je trouve que ça ouvre des portes assez incroyables dans tout ce qu'on peut faire, dans toutes les portes qu'on peut ouvrir aujourd'hui et surtout dans le recrutement, quoi. J'aimerais faire d'abord un point sur les consultants avant de parler un Ouais. peu plus recrutement. Euh, Là, je crois que tu as dit qu'il y avait plus de 30 000 personnes qui étaient inscrites, Oui. c'est ça? 30 000 personnes, comment ils ont connu, comment ils utilisent au quotidien, comment ça se passe avec la plateforme. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé avant que vous fassiez la bascule? Et Ouais, complètement. Alors avant, les premiers freelances, ce qui est intéressant, c'est qu'ils venaient pour former une squad,
Donc, il y avait un freelance qui venait et puis il invitait 4-5 autres freelances à former une squad. Et puis, il disait, bah, tiens, j'ai une squad de DevOps. Maintenant, je vais me faire une squad plutôt tech product. Et donc là, il invitait encore d'autres gens dans d'autres squads. Et donc, très vite, un freelance intéressé nous permettait d'avoir 10, 15, 20 freelances sur la plateforme. De la Ouais. même manière, la bascule réseau social nous permet de tirer profit de la viralité inhérente au réseau social. Un freelance qui vient sur Collective, il va être intéressé de se raccrocher à des communautés. Donc, par exemple, il y a des communautés de freelance à Annecy sur Collective, des communautés de freelance qui vont courir entre midi et deux dans le 18e arrondissement, et ils ont une petite communauté dans Collective. Et donc, vraiment, il y a cette optique d'essaimer dans des communautés de freelance, d'appartir à des communautés, d'inviter d'autres freelances à rejoindre des communautés. Et ça participe à la viralité et à l'acquisition de nouveaux freelances. Donc, c'est le premier élément. Deux, on développe beaucoup d'outils pour les freelances, donc pas uniquement un outil pour recevoir des missions, mais des outils de facturation, des outils pour gérer leur devis, des outils pour gérer leurs solutions de paiement, ce genre de choses. Et il y a beaucoup d'indépendants qui viennent pour ces raisons-là aussi. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'effet de réseau. On a embarqué donc entre mai et aujourd'hui un peu plus de 2000 recruteurs. Et en fait, plus il y a de recruteurs sur Collective, plus il y a de sollicitations pour des missions, et plus ça intéresse les indépendants aussi. Et donc il y a cet effet de réseau qui est intéressant. Et ensuite, il y a un vrai sujet UX, ergonomie. Comme on développe des outils qui sont assez attractifs, assez alléchants, il me semble, hein. Oui. Les freelances sont intéressés à être dessus, à y passer du temps. On se pose par exemple la question de faire une application mobile pour les indépendants pour qu'ils puissent répondre plus facilement aux messages. Et donc pour ces raisons-là, les freelances sont intéressés de venir sur Collective. Ok, c'est trop intéressant. D'ailleurs, je me posais souvent la question parce que c'est pas naturel forcément en tant que recruteur de chercher une squad plutôt que de chercher un freelance seul. Et je me suis demandé, est-ce que c'était pas difficile à expliquer au début de dire que ben peut-être des gens allaient répondre un recrutement peut-être en squad plutôt que en une personne unique, par exemple. S'il y avait un vrai enjeu pour nous d'éducation du marché, et qui nous a pris beaucoup de temps, il fallait créer un peu une hype autour de la notion de collectif de freelance. Il fallait montrer un peu des différents archétypes de squad. Il fallait inspirer des réalisations. Dire par exemple aux recruteurs ou aux clients finaux, bon ben un UX plus un designer plus un dev, ça peut faire ça en tant de temps à tel prix. Et donc il fallait vraiment codifier tout le delivery, tout ce que peuvent faire des différents freelances qui ont des compétences complémentaires ensemble. Donc ça nous a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, cette notion de squad dans la méga search, elle existe toujours, mais elle est au second plan. Aujourd'hui, ce Ok. qu'on voit sur Collective, c'est des freelances. Et quand on regarde bien dans le détail, donc on voit leur CV Collective et on voit aussi leur portfolio. Ok. Et dans leur portfolio, il est possible de voir des freelances qui ont fait des projets avec d'autres freelances parce qu'ils ont cette approche, cette corde à leur arc. Oui, et ça refait encore ce côté réseaux sociaux et liens, parce que du Ouais. coup, on peut aller de l'un à l'autre, voir les connexions de chacun, etc. Donc, c'est super. Et Et en je trouve fait, que... la vision talent de ce truc-là, c'est de se dire que sur les 10 dernières années, il y a un truc qui s'est beaucoup développé, c'est le freelancing. On connaît bien. C'est des gens qui prennent des missions plutôt longues chez les clients. Là, ce qui se développe aussi beaucoup, c'est le néo-freelancing ou l'hyper-freelancing. C'est se dire qu'un freelance, il va se développer grâce à des missions, mais par ailleurs, il va potentiellement aussi avoir un ou plusieurs collectifs pour rediriger des affaires. Il va potentiellement avoir une offre de coaching, voilà, où il va facturer des heures chez des clients. Il va peut-être avoir une offre de call expert où il va plutôt fonctionner sur un modèle à l'heure, par exemple. Et en fait, les néo-freelance ou les hyper-freelance, ils ne monétisent pas uniquement leur TJM en mission,
mais ils monétisent aussi du contenu, leur réseau, leur communauté, leur collectif, enfin, toutes ces choses-là. Et nous, on veut être aussi cette plateforme qui permet aux freelances de devenir des hyper freelances, des néo-freelances et d'avoir plusieurs cordes à leurs arcs. Ouais, c'est super, bah oui, parce que du coup, ils diversifient leurs Exactement, actifs, on peut dire, et donc ça leur permet de d'être moins, parce que souvent le freelance est un peu stressé de se dire exactement, entre mes deux missions, j'ai rien, du coup c'est compliqué, alors que là, s'il a plusieurs cordes à son arc, il peut naviguer entre l'un et l'autre et ne pas se mettre trop en danger entre ses exactement. missions. Ouais, c'est hyper pertinent. Je parlais un peu aussi du côté du coup des recruteurs. Ouais. Du coup, tu as expliqué cette bascule que vous avez eue. Avant, je voulais vous poser la question. Du coup, la plateforme, elle est gratuite pour les freelances, c'est ça? Ou... Donc, c'est gratuit pour être sur la méga search, pour s'inscrire et pour être sollicité. Et on monétise une partie des outils de facturation et de paiement. D'accord. Et idem, côté recruteur, il y a une version gratuite qui permet quelque part de goûter au réseau, d'avoir des premières interactions. Et pour les recruteurs qui veulent aller plus loin, il y a une version pro par abonnement Hmm. qui leur permet voilà, de faire plus de volume, d'avoir plus d'interactions, plus de jobs, plus de données et d'avoir un temps d'avance Hmm. sur le marché. Et oui, bah, du coup, et les recruteurs, alors du coup, pourquoi cette bascule et pourquoi c'est intéressant pour eux de se retrouver sur ce réseau est-ce qu'il y a des offres qui vont être un peu différentes de LinkedIn? Je sais que tu as dit, par exemple, que c'était assez différent parce que sur LinkedIn, il y avait beaucoup plus de CD, de gens Ouais, qui postulaient pour des CD, que le freelance n'était pas super bien adapté. ouais. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ce soit plus adapté au freelance, par exemple? Bon, déjà, quand on cherche un freelance sur collectif sur la méga search, on a possibilité de filtrer par taux journalier, par expertise, par top expertise. On peut situer les gens géographiquement dans un rayon. On peut regarder les mots-clés de leur CV. On peut aussi regarder leurs projets, leurs réalisations. Euh, on peut avoir très rapidement accès à des liens externes, donc un GitHub pour regarder des projets de code, un LinkedIn. On peut accéder à leur profil de Malte s'ils en ont un. Et donc l'idée, c'est de se dire que la recherche est vraiment pensée spécifiquement pour les freelances. J'avais par Ok. exemple un recruteur récemment qui cherchait une expertise freelance très très spécifique, avec un TJM bien encadré, avec des expertises bien bien découpées. Et en fait, sur LinkedIn, c'était pas possible parce que les Hmm. expertises sont pas renseignées en tant que telles, et ni le TJM d'ailleurs. Oui, bah oui, tout à fait. Moi, je pense surtout au TGM. Des fois, il y a des informations qui manquent parce que les gens réalisent pas forcément pour dire s'ils sont disponibles ou pas. Ne serait-ce que Exactement. ça, je trouve que c'est hyper important d'en parler avec, il y a 2 semaines avec une autre invitée qui explicitait ce truc-là de, il faut mettre dans sa page LinkedIn des informations même si c'est pas adapté. Et Ouais, donc ce exactement. que tu dis avec collectif, c'est trop bien. Exactement. C'est la clé. Exactement. Et on va même dans le détail. On demande aux gens leur modalité de travail. Est-ce qu'ils sont en remote, plutôt sur site? Si oui, combien de jours? Les disponibilités sont mises à jour automatiquement. Un freelance qui ne met pas à jour ses disponibilités dans les 30 jours passe en indispo. Ah, Donc il trop y a bien. vraiment plein de choses qui sont pensées autour du freelancing. Et il y a un moyen de faire un peu de personal branding, des choses comme ça, pour que, parce que maintenant on sait que ça joue énormément ce côté de se faire rayonner par les travaux qu'on a mis ou par nos prises de position sur certains sujets. Je sais qu'il y a beaucoup de freelances qui commencent à jouer là-dessus. Alors, il n'y a pas encore un fil d'actualité, par exemple, si c'est ce à quoi Mm, tu penses, qui permet de poster, qui permet de mm. faire ce genre de choses. On y pense. Ça pourrait être une manière ouais, une manière de permettre aux freelances de créer du contenu, de prendre position. Aujourd'hui, c'est surtout la qualité du profil et du portfolio qui permet de se distinguer. Les missions vérifiées aussi. Donc, un freelance, il peut générer des missions vérifiées s'il facture via la plateforme. Ok. Et donc ça permet aussi voilà, de créer un petit peu
de distinction côté freelance. Tu pourrais nous raconter, je sais pas, un cas de recruteur qui a pu débloquer une situation, par exemple, avec la plateforme, ou je sais pas si tu as des histoires, des petites anecdotes à raconter à ce sujet. Si complètement, bah, un de nos clients donc, qui est Théodo, qui par exemple a été, je crois, un des premiers clients à utiliser Collective Pro. Euh, et pendant leur période de test de Collective Pro, ils ont closé, je crois, deux ou trois profils en un rien de temps Ok. euh, qu'ils n'arrivaient pas à trouver ailleurs. Et donc ça a permis de se dire, bon, ben, on part ensemble parce que voilà, il y a de la réactivité et on trouve des profils qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça, c'est un exemple. Non, mais il y a sans cesse des recruteurs qui cherchent un mouton à cinq pattes. Et il se trouve qu'il y en a un chez nous, ou deux, ou trois, parce qu'on commence à avoir sacrément du monde. Ce matin, je parlais par exemple avec un recruteur qui cherchait des profils très compliqués, des roboticiens basés à un endroit très précis, et il se trouve qu'il y en avait. Euh, et après, un autre élément qui est très intéressant dans l'approche, c'est l'aspect réseau. Il y a de plus en plus de recruteurs qui demandent aux freelances s'ils connaissent pas d'autres freelances. Et comme les freelances de collective ont ce réflexe de travailler en réseau, de partager à d'autres membres, qu'ils ont cette galaxie de freelances construite dans collective, par ce levier de la communauté, bah, il y a des freelances qui peuvent trouver d'autres freelances pour leurs recruteurs. Donc ça, c'est super D'accord. intéressant. Ah oui, tu veux dire que en fait, ça a un potentiel, comme si la plateforme travaillait pour toi en tant que recruteur. Exactement. Je crois que c'est une boîte comme M6. Mm. Ils cherchaient un profil très spécifique. Ils l'ont confié à un recruteur. Le recruteur l'a proposé à un freelance. Le freelance l'a relayé dans sa galaxie collective. Et ça a permis de générer de candidatures. Ah oui, ça fait une sorte de cercle vertueux, j'adore. Exactement. Exactement. Tout à fait. Et du coup, on peut poster du coup des jobs directement sur la plateforme. Ouais, complètement. Euh, On peut et poster des jobs, les dupliquer, les visualiser, évidemment les supprimer. On peut les partager en externe hors de Collective. On peut demander à Collective de les multidiffuser sur des canaux externes avec lesquels on est en partenariat. Et encore plus puissant, les freelances qui voient l'offre peuvent d'eux-mêmes activer le mode sharing, donc partage, à un de leurs amis collectifs. dans vos objectifs là, sur les prochains mois, années, ce serait quoi? Ce serait de réduire peut-être le temps de recrutement, d'ouvrir avec le plus de missions possible, parce que je vois qu'il y a des profils qui sont assez atypiques, qui sont Ouais. assez rares aussi sur Collective. Quels sont vos enjeux un peu, vos réflexions Nous, sur notre obsession du quotidien, c'est que les recruteurs qui utilisent Collective aient le meilleur ratio délai, coût, qualité. Je trouve exactement, rapidement, le bon profil au bon prix et donc au bon moment. Et donc c'est un travail continu sur la partie jobs, un travail continu sur la méga search, la rendre de plus en plus filtrable, intégrer une couche IA pour faire des recommandations de profils selon une requête, enrichir les profils avec de la metadata, au-delà de simplement leur localisation, leur prix, leur modalité, mais comprendre qui recommande qui a travaillé avec qui, quelle a été la satisfaction d'un tel, est-ce qu'un freelance recommande un tel parce qu'ils sont connectés ensemble. Donc vraiment capturer toujours plus de données pour enrichir la recherche et être de plus en plus fin. Donc ça, c'est notre obsession. Et donc après, les grands axes, hein, ça va être plus de recruteurs et donc plus de profils freelance, plus de corps de métier sur Collective, plus d'outils à disposition des recruteurs. Donc là, en ce moment, on sort un gros produit par semaine. On a sorti OneSearch semaine dernière, qui est une brique IA qui permet de recommander des profils automatiquement sur base d'un brief. Là, on sort un produit qui s'appelle WebSearch, qui permet de donner accès à plus de profils que les profils inscrits sur Collective, donc des profils qui ne sont pas inscrits sur Collective, mais qui... donc ça, c'est aussi un sujet qu'on explore. On a aussi sorti les profils recruteurs, donc permettre aux recruteurs de se, comment dire, de se
rendre, Différencier ouais, ou de de se rendre visible. différencier vis-à-vis des freelances. Parce que moi, il y a un truc que je trouve passionnant dans cet univers, c'est que certes, le freelance, il doit se rendre sexy pour le recruteur, mais le recruteur doit aussi se rendre sexy auprès des bons freelances. Oui, totalement. Et ça, c'est un sujet qui est très très clé. La marque, ce que j'appelle la marque recruteur ou la marque freelancer, Mhm. c'est un truc sur lequel on bosse comme des fous. Et donc là, on a sorti aujourd'hui ce qu'on appelle le profil recruteur. J'ai fait d'ailleurs un petit post LinkedIn là-dessus ce matin même, qui permet justement à des recruteurs de se différencier et de se rendre attractif et désirable des freelances. Ah ouais, c'est super intéressant. Et du coup, c'est quoi les conseils que tu donnerais peut-être pour un recruteur pour se rendre... Bah, d'ailleurs, pour un recruteur comme pour un consultant, pour se rendre visible, pour qu'est-ce qui est intéressant à mettre. J'imagine que c'est les expériences passées, peut-être. Alors ça Dire, va ben, pas mal dépendre des recruteurs. Nous, la manière dont justement, dont on pense le profil recruteur, c'est de se dire un recruteur, si on devait représenter au mieux l'activité d'un recruteur, on le ferait pas comme LinkedIn. hmm, LinkedIn, je trouve qu'il représente bien l'activité d'un employé en CDI. Mais pour moi, un recruteur, il doit montrer les technos qu'il maîtrise bien sur lesquels il recrute. Il doit montrer éventuellement ses recherches en cours ou ses recherches hmm. types. Il doit montrer ses jobs ouverts. Il doit montrer évidemment ses expériences, mais en fait, ses expériences, ça peut être, par exemple, j'ai travaillé pour tel ou tel ESN, mais c'est intéressant, mais pour moi, c'est insuffisant. Il doit aussi montrer, par exemple, les gens qu'il a placés, ça pourrait être Ouais, intéressant. voilà, ouais, je pense à ça aussi. Euh, oui, alors, donc plutôt ses réalisations, un truc comme Mhm, ça, ses logos, ses préférences sectorielles, ses géographies, mhm. une petite section About Me. Moi, je trouve ça intéressant aussi de se dire qu'à la fin, le recrutement, c'est pas qu'un exercice transactionnel où il y a un besoin, une offre qui se rencontre et du coup ça match. Il y a un vrai travail, il y a une vraie intelligence relationnelle à construire. Et en fait, parfois, quelqu'un qui est extraverti, là, il construit une bonne relation avec quelqu'un qui est extraverti. Il y a des appétences, des accointances, ce qu'on aime faire, le sport, quels sont nos hobbies, etc. Et ça rentre aussi un peu en jeu, je trouve, dans le monde du recrutement. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, dans le sens où j'ai l'impression que on essaie de connecter à une personne. Enfin, un recrutement, comme tu dis, Exactement. c'est très relationnel et on essaie de connecter avec une personne. Et c'est aussi un recruteur, c'est quelqu'un qui va nous vendre à un client. Ouais, Donc, faut qu'on ait assez confiance pour pouvoir avancer avec. Donc, c'est clair que si on n'arrive pas à créer un lien, c'est même pas la peine. exactement. C'est trop intéressant. Ouais. C'est trop intéressant et j'aime beaucoup cette vision que tu as de créer du lien. C'est exactement la chose qu'on a voulu propager à travers ce podcast. Donc, je suis content que tu aies abordé le sujet. Bon, ouais, c'est chouette. Euh, qu'est-ce que, du coup, qu'est-ce que avec l'IA, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Comment vous voulez pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur justement de casser ce côté humain à cause de l'IA, que Ouais. ça puisse, quelles sont les limitations, les réflexions que vous avez autour de ce sujet? Nous, en fait, l'idée, c'est de dire, on s'occupe de l'intelligence artificielle pour que les recruteurs puissent s'occuper au mieux de l'intelligence relationnelle. Euh, et en fait, nous, l'enjeu, c'est vraiment d'augmenter le plus possible les recruteurs avec de l'IA en supprimant les tâches qui ont le moins de valeur ajoutée. Ce qu'on a choisi de construire de prime abord, c'est un outil qui permet de passer d'un besoin, d'un brief pas toujours clair, pas toujours structuré, de traduire ça dans une requête qui est, elle, structurée. Donc ça, c'est le projet OneSearch. C'est se dire, il y a un appel d'offres, il y a un besoin, le client a un besoin, etc. Concrètement, les critères, le niveau de prix, la géographie qu'il faut viser, ce serait plus ça, 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 ça. Du coup, OneSearch fait une recommandation de requête. MegaSearch propose des profils. Certains Ok. seront inscrits sur Collective demain, d'autres seront pas forcément inscrits sur Collective, mais on les aura quand même mappés. Du coup, ce sera la responsabilité du recruteur d'aller convaincre, oui, d'aller prendre contact avec ces personnes-là. Donc ça, c'est un peu la phase amont. Et, euh, et ensuite,
ensuite, c'est vraiment l'intelligence relationnelle qui prime. Donc là, il y a une prise de contact, il y a un contact qui est établi. Il faut que le recruteur et le talent échangent le plus possible. Et ensuite, c'est vraiment dans l'exécution du recrutement que l'IA peut ensuite avoir un rôle. Comment on présente le profil rapidement au client, comment éventuellement on ajuste son CV de la meilleure des manières pour qu'il puisse, voilà, bien se représenter ses expertises pour le client final. Et là, il y a aussi des sujets où l'IA a de l'intérêt. Oui, je vois. En fait, c'est pas utiliser l'IA pour remplacer du relationnel, je sais pas, avec des chatbots ou des choses comme ça, mais plus trouver des points un peu chronophages et Ouais, les réduire, enfin, les faire disparaître, quoi. C'est ça? exactement. Et parfois, simplement taper un brief, trouver la bonne requête, trouver les bonnes personnes, les bons viviers, euh, etc., c'est un truc qui peut prendre beaucoup de temps. Oui, oui, c'est clair. C'est... Tu vois. Euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil et comment tu vois parce que du coup tu gravites dans cet univers de recrutement IT, qu'est-ce que tu vois là en ce moment sur l'actualité parce que certains vont parler du fait que c'est un peu compliqué en ce moment, qu'il y a un petit ralentissement, d'autres Oui. disent que bah pas du tout, c'est normal. Quel est ton avis sur le sujet? Ah, moi, je pense que globalement, le marché, il est plus dur en ce moment. Les gens qui disent le contraire, soit ils ont beaucoup de chance, soit ils se protègent pour pas trop perdre la face. Mais de manière générale, sauf exception, le marché est plus dur. Il y a des nuances. Il y a des nuances selon les industries. Il y a des industries plus dures que d'autres. Le retail, par exemple, c'est très dur. Mm. Là où banque assurance, c'est peut-être un poil plus neutre. Il y a des nuances par métier. Les recrutements côté data, il y a toujours beaucoup de besoins. On voit beaucoup de recruteurs qui ont des besoins aussi type SAP, SAP, Oui, c'est vrai. qui sont des gros sujets. Il y a d'autres sujets qui sont plus impactés. Je regarde par exemple le product design, c'est un métier où il y avait peut-être eu moins de besoins dernièrement. Après, si on regarde un peu plus loin, je pense que le marché va repartir à un moment. Après, à savoir précisément si c'est en janvier ou en juin prochain, ça, j'ai malheureusement pas de boule de cristal. Je suis un éternel optimiste, donc je pense que le plus tôt sera le mieux et qu'en janvier qu'en janvier il va se passer des choses, mais j'en ai pas de certitude. De toute façon, personne. C'est vrai que moi, j'aime croire que c'est un cycle et que Ouais, du coup, on a des hauts et des bas et que les choses évoluent, mais évoluent vers les bonnes choses, les bonnes façons. c'est ça. Et après, l'enjeu aussi pour moi, enfin le conseil que je donnerais aux recruteurs, c'est d'anticiper les métiers sur lesquels il va y avoir de l'attention, des besoins sur lesquels le marché va véritablement avoir des besoins dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, et de vraiment construire un réseau et une force de sourcing et une force de recrutement sur ces sujets-là. Ouais, Euh, de commencer à build son réseau un peu en avance, en amont. ouais, Et comment tu ferais exactement. pour retrouver toutes ces informations? Comment tu ferais pour savoir un peu faire ta veille finalement? Ben, alors, nous, on va essayer de construire un baromètre basé sur toutes les requêtes que font les recruteurs et toute l'offre de services que proposent les freelances en disant, bon, ben, il y a eu tant de dizaines de milliers de requests cette semaine sur tel ou tel métier. Donc, ça montre par rapport à la semaine dernière qu'il y a un renforcement tendanciel sur ces sujets-là. Donc, ça, c'est un outil qu'on est en train de produire, mais on a encore du taf à court terme, il faut faire de la veille stratégique, essayer de comprendre, par exemple, enfin, c'est les grands préceptes de la destruction créatrice. Certes, l'IA, elle va détruire des emplois, mais est-ce que elle On va va pas pas en aussi en créer. créer? Est-ce qu'il va pas y avoir des nouveaux profils, des prompt engineers, des MLOps, LLMOps, par exemple, qui vont maintenir les modèles? Est-ce qu'il va pas y avoir des nouveaux métiers? Si oui, lesquels? Où est-ce qu'on les trouvera? Sur quel bassin géographique? À quel prix? Et donc ça, c'est un petit peu toutes les questions qu'il faut essayer de se poser. Et après, ce qui est très dur, et ça, c'est toutes les théories de l'accelerated change. Il y a une super page Wikipédia là-dessus, c'est que
les changements technologiques arrivent de plus en plus vite Oui, et, ouais. et de manière de plus en plus brutale et se remplacent oui, de manière de plus en plus rapide. Par exemple, le modèle Uber a mis 5 ans à s'imposer. La blockchain, bon, ça existe depuis des années, Mm, mais mm, ça a vraiment été une hype très rapide en 2023. mm, ChatGPT, OpenAI, ça a mis quelques mois à devenir un c'est outil vrai. utilisé par des centaines de millions d'internautes. Mais Et encore, ça reste encore un pourcentage très faible par rapport à la population globale, en fait. La dernière fois, je voyais un article là-dessus, justement, où il disait que ChatGPT et tous les LLM étaient pas utilisés par le grand public, en vrai. On a l'impression, parce qu'on vit dans oui, oui, une c'est vrai. atmosphère où tout le monde là, C'est vrai, que... c'est vrai. Donc, C'est vrai. Bon, pour autant, ça reste quand même. J'ai pas exactement les chiffres, mais il me semble que ça reste. Enfin, moi, par exemple. Mais oui, tu as raison. On a un biais parce qu'on regarde souvent dans nos boîtes, mm, les boîtes tech, le monde du service. Pour autant, il y a aussi plein de boîtes dans l'industrie, des boîtes dans la transformation, dans l'agriculture, qui n'ont mm, pas encore ce réflexe ou d'ailleurs ce besoin. Hein. c'est vrai. Mm. Souvent, moi, on m'avait conseillé une fois de regarder aussi, surtout au niveau des écoles. Oui, Voir ben, ce qui arrivait dans les prochaines années, dans les cours qu'ils prenaient, dans ouais, c'est les intéressant trucs. ça. Alors, est-ce que oui, 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 c'est vrai. Est-ce que oui, oui, complètement. C'est une bonne manière d'anticiper. Bah, j'ai des amis qui ont monté l'école Oteria Cyber School, qui est une école de cybersécurité, Ok. qui marche super bien. Et tout le pari d'Oteria, c'est de se dire que les talents de demain, il y aura énormément de besoins dans la cyber dans les prochaines années et que eux forment de fait les talents de demain. Ouais. Ah bah, totalement. Mais en plus, c'est vrai que la cybersécurité, en ce moment, c'est un gros sujet parce C'est un que gros, gros sujet. Complètement. avec l'IA, justement, on dit que tout est décuplé et tout va beaucoup plus vite et du coup, il y a beaucoup Ouais, plus de failles qui exactement. sont trouvées. Donc, Exactement. c'est Exactement. totalement pertinent. Ça va être ma dernière question. Je pense qu'on a fait un peu le tour de pas mal de sujets, à moins que tu aies un sujet que tu aimerais exposer et dont tu aimerais parler. Ouais, non, dis-moi, dis-moi. Tu as donné des conseils pour les recruteurs. Quels conseils tu donnerais pour les consultants et pour peut-être ouais, les consultants d'abord et peut-être après les managers, les clients qui sont les clients finaux. Quels conseils tu pourrais donner pour toutes ces parties-là? Ben, je pense que le conseil de la diversification s'applique aussi bien aux recruteurs qu'aux freelances. Comme les besoins du marché évoluent côté recrutement et côté demande, et ben, il faut savoir ajuster son offre de service, se vendre au bon prix, se former sur les bons sujets. Sauf que je pense que le freelance doit faire une veille qui est plus une veille de freelance, donc apprendre auprès d'autres freelances, apprendre à se différencier sur les technos, veiller constamment sur les nouvelles technos, suivre les bonnes personnes qui en parlent sur X, sur Collective éventuellement, parce qu'on commence à avoir ces logiques-là aussi. Et donc, moi, je mets un gros point d'accent sur la veille, constamment tester les nouveaux outils, essayer de forger des convictions. Et alors, sur les clients finaux, j'ai un petit biais parce que c'est de là que je viens et c'est le thème un peu de collectif. Mais moi, je pense que les entreprises les plus performantes, ça va être de plus en plus. On va de plus en plus passer d'un monde big team avec des grosses équipes internes, small community, à un monde small team and big communities. Donc des entreprises plus resserrées en termes de taille d'équipe, de gens qui contribuent au projet de l'entreprise. Par contre, autour de laquelle gravite un plus grand nombre d'experts, une communauté de gens engagés, des partenaires, des influenceurs, des Hmm. experts, des freelances, des recruteurs qui connaissent bien les sujets, etc. Moi, c'est un peu comme ça que je vois le monde de l'entreprise évoluer. Alors, j'ai un prisme évidemment un peu start-up, Ouais, euh, j'allais dire. voilà. Mais je pense que les entreprises doivent aussi apprendre des startups et on a vu beaucoup de sujets autour de l'open innovation, par exemple. Ah, Euh, je connais pas. L'open L'open innovation? innovation, c'est de se dire, j'absorbe aussi beaucoup de compétences, pas qu'en interne chez mes salariés, mais en Ah oui, externe, en d'accord. travaillant avec des startups, des freelances qui ont un pied dans d'autres univers. Et ce truc-là est génial. Pour l'anecdote, quand on a lancé Collective, on a beaucoup parlé avec Pernod Ricard, Ok. parce qu'ils lançaient eux-mêmes
un collectif de freelance créatifs qui s'appelle The Mix. Et Ok. toute la thèse de The Mix, c'est de dire, pour qu'on soit une entreprise apprenante, qu'on ingère plein de compétences de l'extérieur, c'est hyper intéressant d'avoir un gros pôle de freelance qu'on sait solliciter sur des tâches bien précises qui vont participer à l'enrichissement permanent de l'organisation. Ouais, c'est super. Et, mais en fait, ça résonne énormément en moi ce que tu dis parce que c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que maintenant tout va beaucoup plus vite. Ouais, exactement. C'est hyper important pour une entreprise, même qui est une grosse entreprise, de réagir assez vite. Et le système que tu proposes permet d'avoir cette réaction face au marché extrêmement Oui, rapide. Euh, exactement. C'est donc, là-dessus. c'est totalement pertinent. Euh, J'aurais une dernière question. Est-ce que tu as une idée de quelqu'un que tu pourrais proposer pour ce podcast qui pourrait passer sur le grill et, euh, et partager quelque chose d'intéressant pour la communauté? Ouais, complètement. Enfin, dans notre réseau, il y a évidemment plein de types de gens. Donc ça, c'est à toi de me dire. Mais il y a Mm. des freelances des freelances qui sont super inspirants sur plein de sujets, sur plein de technos. Donc ça, je pourrais te donner des noms. Je sais, en fait, ça dépend quel type de gens toi tu veux avoir. C'est vrai que nous, sur le podcast, on essaie d'avoir un peu tous les partis et c'est vrai, des freelances, on n'a pas encore eu. J'ai pas encore eu. J'ai eu des recruteurs, j'ai Ouais, eu des managers à qui j'ai parlé et là, c'est vrai que freelance, c'est un peu dur parce que tu vois, souvent ils osent pas. ouais, Ils ont c'est peur vrai. de. Alors non, mais sinon, tu as des gens, des entrepreneurs dans le monde du recrutement. Je pense à des gens comme Antoine Gigomaz Ouais. de Muzo. Je pense, tu vois, à Linda Haddad qui était recruteuse chez Content Square et puis ensuite Alma qui maintenant entreprend dans ce monde-là. Euh, je pense à Thibaut Doucet de Sonar. Alors plus sur du CDI, lui, Mm. mais qui a une approche aussi intéressante. C'est des anciens de Théodo. Mm. J'ai plein d'idées. Je pourrais te faire une liste si tu veux. Ouais, avec grand plaisir. Je te remercie pour ce moment que tu as passé et j'espère que tu as passé un bon moment. Très bon moment, très bon moment. Merci beaucoup. Et je vous remercie pour l'écoute. On se retrouve du coup dans 15 jours parce que il y a un épisode tous les 15 jours. Vous étiez chez Parole d'Expert, propulsé par Zénith. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.